Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de première. On est toujours dans le thème « Le soleil, notre source d'énergie » et on poursuit ce qu'on avait commencé sur la partie intitulée « La photosynthèse, une entrée d'énergie et de matière dans la biosphère ». Alors la racine grecque photos signifie lumière, et cette lumière, c'est une forme d'énergie qui peut être utilisée par les plantes pour synthétiser, pour produire de la matière organique, comme par exemple le glucose, dont la formule brute est C6H12O6. La lumière apporte donc l'énergie nécessaire pour fabriquer ce type de molécules à partir de matières uniquement minérales, plus précisément du dioxyde de carbone et de l'eau. Et si on veut que la réaction soit équilibrée, il faut rajouter à droite du dioxygène qui est également libéré au cours de la photosynthèse. On avait vu également que c'était certaines longueurs d'onde du domaine visible qui étaient préférentiellement absorbées et utilisées par les pigments photosynthétiques. Le principal pigment, c'est bien sûr la chlorophylle, une molécule qui est située dans des organites particuliers, les chloroplastes, que l'on retrouve dans le cytoplasme des cellules végétales, en tout cas celles qui constituent les tissus photosynthétiques. Et ces tissus, c'est essentiellement ceux présents dans les feuilles. La feuille, c'est l'organe photosynthétique par excellence. On avait vu aussi que seule une fraction de l'énergie solaire reçue par la feuille était utilisée pour la photosynthèse, tandis que 99% était entre guillemets perdue, alors soit par réflexion, transmission ou dissipation sous forme de chaleur. Fort de ce constat, fait à l'échelle de la cellule ou de l'organisme, on va maintenant essayer de l'extrapoler, de l'étendre à l'ensemble de la biosphère. Et avant d'en arriver là, je vous propose de voir déjà comment on peut aborder la question à une échelle intermédiaire, celle d'un écosystème, par exemple une forêt, et on va comme ça corriger la consigne 4 de l'activité que vous avez dû normalement faire de votre côté. Alors ce schéma, il est évidemment réducteur, mais il n'en demeure pas moins complexe. Alors concentrons-nous d'abord sur une petite partie. Ici, chaque flèche signifie « est mangé par ». Donc ces herbacées sont mangées par un lapin herbivore, lequel est mangé par un renard qui lui est un carnivore, même si son régime alimentaire peut être plus varié. C'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire, et vous avez dû voir ça au collège. Ces animaux produisent des déchets, finissent aussi par mourir, et tout ça constitue de la matière organique qui est restituée au sol. Cette matière organique est prise en charge par un certain nombre de petits arthropodes, mais aussi par des micro-organismes comme des bactéries ou des champignons. Ces êtres vivants sont qualifiés de décomposeurs, car ils transforment la matière organique morte en matière minérale, utile pour les végétaux. D'autres êtres vivants peuplent la forêt, comme par exemple le campagnol, qui se nourrit ici de glands, donc les fruits du chêne. Ce petit rongeur est également une proie pour le renard, et ça nous fait non plus une, mais deux chaînes alimentaires. Et si maintenant on rajoute un autre prédateur comme ce rapace, eh bien on a trois chaînes alimentaires qui sont interdépendantes, avec notamment un phénomène de compétition entre le renard et la buse, qui se partagent, ou plutôt se disputent, certaines ressources alimentaires. Et ainsi de suite, la buse mange l'écureuil, qui lui-même se nourrit d'autres choses, etc. Donc l'ensemble des chaînes alimentaires forment ce qu'on appelle un réseau trophique. Trophique, on retrouve cette racine dans autotrophe, dans hétérotrophe, deux mots de vocabulaire que vous avez vus en classe de seconde. On est donc bien dans un écosystème, dont je vous rappelle ici la définition. Un écosystème comprend un milieu de vie, caractérisé par un ensemble de paramètres physico-chimiques, un certain climat, une certaine nature de sol, etc. Et dans ce milieu de vie, dans ce biotope, interagissent des êtres vivants, animaux, végétaux ou autres, selon différentes modalités. Notre écosystème forestier, le voici au complet, avec ses principaux constituants identifiés, et la biomasse correspondante, exprimée en kilogrammes ou en tonnes. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit à chaque fois de la somme des individus dont on vous donne la masse. Il n'est pas question d'avoir une larve de 200 kg par exemple, mais plus vraisemblablement, il s'agit de millions de larves dont la masse totale fait 200 kg. On va maintenant corriger la consigne 4 qui vous demandait plusieurs choses. Tout d'abord de comparer
quantitativement les biomasses animales et végétales de l'écosystème forestier et d'identifier le rôle des végétaux dans le réseau trophique de cet écosystème. Alors, l'adverbe quantitativement est important, ça signifie qu'on attend des quantités, des chiffres dans cette comparaison. Rien de très compliqué, il suffit tout simplement d'additionner tout ce qui est végétal, et c'est principalement des arbres dans cette forêt, troncs, branches, racines, feuilles. On n'oublie pas non plus la litière, c'est-à-dire les feuilles mortes et les brindilles au sol, et il y a aussi quelques herbacées qui représentent une biomasse de 3 tonnes. Le total, si vous n'êtes pas trompé, fait 326 tonnes, autrement dit 326 000 kg. On fait pareil avec les animaux. On remarque au passage que la microfaune du sol constitue la majeure partie de la biomasse animale, et si on additionne tout, on obtient un total de 939 kg. Vous aurez aussi remarqué que dans mon calcul, j'ai laissé de côté tout ce qui était bactéries et champignons, qui n'appartiennent à aucune de ces deux catégories, ce ne sont ni des animaux ni des végétaux. Ce ne sont pas moins des catégories essentielles pour l'équilibre de l'écosystème, bien sûr. Les végétaux sont ici ultra majoritaires, avec plus de 99% de la biomasse présente. Et si vous regardez attentivement chacune des chaînes alimentaires du réseau, vous constaterez qu'elles commencent toutes par un élément végétal. Des feuilles, des fruits, des herbacées. On dit que les végétaux sont des producteurs primaires. Alors, retenez bien ce terme. Producteurs primaires, ça veut dire que ce sont les végétaux qui sont en première ligne pour synthétiser la matière organique utile pour fournir de l'énergie à tout le reste de l'écosystème. La consigne 4 vous demandait également de réaliser un schéma bilan montrant qu'il existe des transferts d'énergie et de matière entre les différents niveaux trophiques de l'écosystème avec des déperditions. Alors, on va essayer de faire ça de la manière la plus claire et synthétique possible. La source d'énergie indispensable à tout le reste, à quasiment tout le monde vivant, c'est bien sûr le soleil, dont les rayons incidents parviennent jusqu'aux végétaux chlorophylliens, qui sont autotrophes et que l'on qualifie de producteurs primaires. On n'oublie pas qu'une bonne partie de l'énergie solaire reçue est perdue, en tout cas elle ne sert pas directement à la photosynthèse. Les producteurs primaires sont consommés par les animaux qu'on appelle alors producteurs secondaires. On peut même parler de producteurs tertiaires pour les animaux qui eux-mêmes mangent d'autres animaux qui mangent des végétaux. Dans le sol, les décomposeurs prennent en charge la matière organique morte, qu'elle soit végétale ou animale, et la transforment en matière minérale, directement utilisable par les végétaux qui vont la puiser dans le sol à l'aide de leurs racines. Concernant les déperditions maintenant, les pertes, on a une bonne partie de l'énergie apportée qui est convertie et consommée sous forme de respiration. C'est vrai pour les végétaux, mais aussi pour les animaux qui produisent également des déchets organiques qui sont autant de pertes de matière et d'énergie. Les décomposeurs ne sont pas en reste, avec là aussi un métabolisme de type respiration et parfois fermentation lorsqu'il n'y a pas ou peu de dioxygène disponible. Voilà, il nous manque juste un titre, je vous en propose un très général, schéma bilan des flux d'énergie et de matière dans un écosystème. Ça me paraît traduire l'idée principale ici. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est cet ensemble de transfert d'énergie, de conversion de matière entre différents niveaux successifs, avec à chaque fois des déperditions très importantes. Il nous reste maintenant à faire une dernière chose, c'est de faire un bilan à l'échelle de la planète tout entière. Alors, pour faire ça, on aura besoin d'utiliser un fichier KMZ qui contient des données exploitables avec Google Earth, donc ça nécessitera un peu de manipulation sur ordinateur, et on tâchera de faire ça ensemble lors d'une prochaine séance.